Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous pour un nouveau mardi d'éthique publique à distance, mais nous commençons à en prendre l'habitude. Il ne conviendrait pas toutefois qu'elle se prolonge trop longtemps, espérons-le. L'espérance sera justement au centre de nos débats de ce soir. Ce mardi d'éthique publique est organisé en partenariat avec la revue Études, comme d'habitude, avec RCF et aussi avec le CERAS, qui tient en ce moment ses journées d'études. Face à tout ce qui menace notre planète et donc l'existence même de l'humanité, sera-t-il bientôt trop tard ou est-il déjà trop tard pour agir? La réponse à cette question pourrait résumer le débat qui oppose parfois les plus radicaux des collapsologues, pour lesquels il est déjà trop tard, à moins de changements si brutaux qu'ils sont difficiles à imaginer, et ceux pour lesquels l'imminence du danger ne saurait effacer l'espérance d'une sorte de sauvetage du monde. Les participants au mardi d'éthique publique de ce soir ne s'inscrivent pas dans l'opposition volontairement caricaturée ici qui vient d'être présentée. Ils ont accepté, et nous les en remercions, de nous aider à réfléchir sur ce qui peut nous permettre de conjuguer l'agir et l'espérance, chacun de son point de vue, spécialiste de l'environnement pour l'une, théologien pour l'autre. Nous avons en effet le plaisir d'accueillir Agnès Sinaï, qui, après des études de droit international de l'environnement, est devenue journaliste. Elle se reconnaît dans le courant collapsologue et réfléchit sur les causes sociales et environnementales de l'effondrement possible de nos sociétés. Elle a publié Sauver la Terre avec Yves Cochet et Petit traité de résilience locale avec Raphaël Stevens, Hugo Corton et Pablo Servigne. Agnès Sinaï enseigne à Sciences Po, où elle a initié un cours sur la décroissance. Elle a fondé en 2011 l'Institut Monumentum, centre de recherche sur l'Anthropocène et ses conséquences. Marc Fassier, l'autre intervenant, est prêtre du diocèse de Saint-Denis, curé au Lilas. Il enseigne la théologie dogmatique et fondamentale à l'Institut d'études religieuses de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Il a consacré une thèse au théologien méthodiste américain Stanley Hauerwas. Cette thèse l'a conduit à faire des liens entre les récits eschatologiques qui structurent le présent de l'Église et les récits effondristes qui informent eux aussi la vie actuelle de ceux qui les lisent à partir de la fin. Et donc, je passe d'abord la parole à Agnès Sinaï pour nous entretenir de ce thème que le CERAS et les mardis d'éthique publique ont retenu ce soir, espérer quand tout s'écroule. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai fondé il y a une dizaine d'années avec quelques personnes un laboratoire d'idées, un réseau de réflexion sur l'Anthropocène et ses issues qui s'appelle l'Institut Momentum et non pas Monumentum, mais Momentum au sens du kairos grec, hein, du moment de vibration d'un instant où tout peut basculer dans un sens ou dans un autre. Hein. Momentum, c'est voilà, une sorte d'instant parcouru de champs de tension qui peut emmener vers une bifurcation comme vers une autre et que le concept de kairos en grec évoque également. J'espère que tout le monde entend bien. J'ai l'impression qu'il y a quelques personnes qui communiquent sur la question du volume. Par ailleurs, je ne sais pas si vous voulez que je présente quelques diapositives ou si vous préférez que je parle comme ça, à bâton rompu, sous la forme d'une conférence sans diapositives. C'est un peu selon vos habitudes, vous allez me le dire. Il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur des diapositives dès lors D'accord. que ce débat est retransmis à la radio et les diapositives passent mal à la radio. Entendu, oui, donc c'est bien ce que vous m'aviez écrit, oui. Donc, la question de la collapsologie m'a été instillée en quelque sorte, sans doute parce que pendant une bonne dizaine d'années et jusqu'à présent, j'ai pratiqué le métier de journaliste environnemental et j'ai parcouru
quelques réunions et quelques conférences internationales sur le climat en particulier, dont j'ai rendu compte dans des articles pour le Monde diplomatique ou plus récemment pour le site Actu Environnement. Et à l'issue de cette bonne dizaine d'années d'investigation, d'analyse et d'observation du déroulement de ces conférences internationales, hein, j'ai eu le sentiment, et je n'étais pas la seule, que ces grandes conférences, certes, étaient nécessaires sur le plan diplomatique pour créer une sorte de communauté internationale de diplomatie de l'environnement. C'est toujours bien de pratiquer ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire des discussions entre États parties, comme on dit, c'est-à-dire membres de traités environnementaux. Donc ça, c'est important, même pour la paix mondiale, que de pratiquer cette diplomatie à travers des négociations climatiques qui durent donc depuis le lancement du protocole de Kyoto en 1995. Je parle donc de la question du climat. Mais il se trouve qu'en 2009, à la 15e conférence des parties sur le climat, il y a une sorte de collapse politique à cette conférence qui, en fait, a renoncer au régime du protocole de Kyoto, renoncer finalement à un système contraignant de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Donc cette conférence de Copenhague en 2009 a été le point de départ pour bon nombre de militants, bon nombre de journalistes engagés, bon nombre d'associations, à mon avis, d'un premier basculement de conscience, c'est-à-dire que un certain nombre d'observateurs ont eu le sentiment que ces conférences finalement piétinaient dans une sorte de rhétorique technocratique et que finalement ces conférences climatiques, certes nécessaires, étaient des mirages, enfin en tout cas créer le mirage de politique qui finalement n'avait jamais lieu. Donc à partir de 2009, il me semble qu'il y a eu l'avènement de ce qu'on a appelé les initiatives de transition autour du dénommé Rob Hopkins en Angleterre, le surgissement de la permaculture autour de l'Australien David Holmgren, le surgissement de postures plus radicales en matière d'écologie autour du mouvement de la décroissance. C'est aussi à ce moment-là, en 2010, que j'ai lancé à Sciences Po un cours sur la décroissance qui continue à être dispensé et qui forme chaque année des étudiants qui sont de plus en plus aussi intéressés par finalement le retour à une écologie plus radicale que celle qui est pratiquée dans ces grandes enceintes négociatrices et aussi en France même à travers les politiques dites de transition écologique. Vous vous en souvenez, qui ont été inaugurées par le Grenelle de l'environnement avec Nicolas Sarkozy en 2007, qui avait invité en grande pompe Al Gore, prix Nobel à l'époque de la paix, et puis Wangari Maathai, une grande figure de l'écologie en Afrique. Bref, et on a eu en 2007 cet espoir autour du Grenelle de l'environnement d'une sorte de mise au cœur de l'agenda politique des questions environnementales avec l'inclusion en plus des ONG aux tables rondes et la production de ce Grenelle de l'environnement qui devait nous faire entrer finalement dans une nouvelle époque de politique en France en tout cas, et parallèlement à cela, tous ces sommets dont je vous parlais qui aussi laissaient espérer des mesures plus strictes en matière environnementale, en tout cas plus cohérentes. Bon, mais ce à quoi on a assisté depuis le Grenelle, c'est bon, les gouvernements se sont succédés, vous le savez, et puis Ségolène Royal en 2012 lance sa transition écologique et sa croissance verte avec sa loi éponyme sur la transition écologique et la croissance verte. Bon, donc là, on parle en effet de réduction de l'utilisation des énergies fossiles, de limitation des émissions de gaz à effet de serre, d'encadrement de l'utilisation du glyphosate et des pesticides, etc.
bon, on est en 2012. Plus récemment, la Convention de citoyens sur le climat, mobilisée par Emmanuel Macron, avec aussi l'intronisation d'un haut conseil pour le climat, avec des personnalités scientifiques, nous laissait aussi espérer une poursuite, en tout cas un engagement encore plus sérieux en matière environnementale. Et puis au final, on apprend que les citoyens de cette convention ne sont pas très contents parce que la plupart des mesures qu'ils ont proposées n'ont finalement pas été sérieusement reprises par le gouvernement. Et donc le sentiment général, que ce soit à l'échelle des discussions internationales autour des conférences climatiques ou que ce soit à l'échelle nationale, c'est qu'on court comme ça après le mirage de politique environnementale cohérente. En réalité, je crois que ce n'est pas que rien n'ait été fait. Je pense que la conscience a énormément évolué. Et la prise de conscience a énormément évolué depuis, par exemple, 2003, à l'époque où je sortais du sommet international de Johannesburg sur le développement durable, hein, qui était le sommet de la Terre de 2002. Et j'écrivais avec Yves Cochet un livre qui s'appelait Sauver la Terre en 2003. Et à l'époque, les thématiques écologiques n'étaient pas aussi haut placées dans les agendas politiques, même si Jacques Chirac avait fait un discours remarqué à Johannesburg en disant la maison brûle et nous regardons ailleurs, hein, formule qui lui avait été soufflée par Nicolas Hulot. Bon, Jacques Chirac avait fait des annonces comme ça, un peu fracassantes, hein, mais en même temps, voilà, dans les journaux, par exemple, dans le Libération, il y avait une rubrique Terre en 2003 qui a été supprimée. Et puis dans Le Monde, la page Terre n'existait pas, est apparue, a été supprimée. Bref, entre 2000 et 2010, l'environnement n'était pas aussi important, me semble-t-il, qu'aujourd'hui dans la surface rédactionnelle qu'il occupe dans les journaux et aussi dans les agendas politiques. Bon, à partir du Grenelle, je vous le disais, sorte d'accélération, mais discordance finalement entre le régime de la croissance verte, qui est finalement le régime qui nous est proposé par les politiques gouvernementales, hein, qui est ce qu'on pourrait appeler un régime de politique environnementaliste, c'est-à-dire que tout continue comme avant, c'est-à-dire le logiciel économique reste le même, l'économie repose toujours sur l'aspiration à la croissance du PIB, il faut rémunérer quand même les emprunts par des taux d'intérêt. Bon, le système continue tel quel, mais on juxtapose à ce système un environnementalisme de bonne aloi, mais qui n'entre pas en cohérence finalement, qui n'imprime pas une modification structurelle du système économique, ni des comportements. Donc voilà, pour moi, la croissance verte fait partie des mirages actuels, voire est constitutive du credo des politiques environnementales sous la forme d'un environnementalisme de bonne aloi incohérent. Et du côté de ce qu'on appelle maintenant la collapsologie, disons, la collapsologie, à mon avis, a émergé justement par constat de ces incohérences politiques et de cette temporalité politique en discordance totale avec le sentiment d'urgence et l'objectivité de ce qui est décrit comme une grande accélération par les scientifiques, par les climatologues qui nous abreuvent de courbes, qui aussi bien le GIEC, là, le fameux groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, que maintenant les scientifiques de l'Anthropocène. Je pourrais vous projeter une planche, mais je ne vous la projette pas, mais l'Anthropocène aujourd'hui est devenu la métaphore de cette grande accélération
l'Anthropocène est représenté par 2 fois 12 courbes qui décrivent un décollage exponentiel du dérèglement des gaz à effet de serre et des grands cycles naturels, hein, d'une part, hein, des accélérations des émissions de gaz à effet de serre depuis 1950, par exemple, accélération de l'érosion des côtes, de l'artificialisation des sols, etc. Ces courbes sont très frappantes et parce qu'elles décollent toutes de manière exponentielle depuis 1950. Et en regard de ces 12 courbes de l'Anthropocène, vous avez les 12 courbes économiques et socio-économiques qui, elles, représentent aussi le décollage des économies mondiales à partir de 1950, le décollage des consommations d'énergie. Bref, l'Anthropocène est une forme d'accélération. C'est aussi une nouvelle époque géologique puisque les archives de la Terre montrent maintenant que partout sur la Terre, vous avez des strates géologiques qui sont caractérisées par des dépôts de radionucléides, des dépôts de nitrates, des dépôts de suie, jusque dans les pôles. Donc, il n'y a plus un endroit sur Terre où on ne trouve pas de radionucléides, ce qui veut dire pour les géologues qu'on a des nouveaux marqueurs géologiques anthropocéniques. Donc, on serait entré dans une nouvelle ère, hein, dans une ère d'accélération, dans une ère où l'activité des sociétés industrielles devient un élément conducteur de la géologie de la Terre, un élément conducteur d'un changement d'époque. Alors là, je vois une dame manger un yaourt, ça me déconcentre un petit peu. Mais, mais non, mais je vous en prie. Bref, donc l'Anthropocène, c'est une époque de grande accélération, c'est une nouvelle époque géologique attestée par des marqueurs spécifiques. Et je crois que cette prise de conscience de la grande accélération est à l'origine de l'émergence, de la cristallisation, je dirais, autour de la collapsologie, parce que la collapsologie n'a pas été inventée uniquement par ceux qui ont promu ce néologisme, hein, qui sont donc Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur bouquin Comment tout peut s'effondrer, paru en 2015 aux éditions du Seuil. Hein, c'est à partir de 2015 qu'autour de ce livre, il y a eu une cristallisation. Mais je dirais que les questions d'effondrement, vous le savez pour nombre d'entre vous, remontent aux années 70 avec le premier rapport Meadows qui s'appelait Limits to Growth, halte à la croissance, et qui tirait une première sonnette d'alarme sur le fait qu'on risquait d'être amené à un collapse autour de 2030 si on continuait à poursuivre la croissance actuelle à son rythme qui est insoutenable en fait et qui, à partir d'un certain niveau d'exponentiel, il y a un décrochage car l'exponentiel, et c'est là la question aussi que pose la question collapsologique, hein, au bout de l'exponentiel, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a un plateau et puis il y a une descente. C'est ça qu'on appelle l'effondrement. Hein. L'effondrement est représenté d'abord aussi par des courbes, hein, celle donc du fameux rapport halte à la croissance, mais aussi par l'Agence internationale de l'énergie qui a représenté aussi le fait qu'on est déjà entré dans une ère de pic de pétrole conventionnel. On a déjà utilisé la majeure partie des réserves de pétrole brut conventionnel. Bon, et après ça, il y a une inconnue hein, sur l'évolution du bilan, enfin en tout cas de la production énergétique du monde. Il y a plusieurs courbes comme ça qui montrent qu'à partir d'un certain seuil, eh bien, l'énergie se dégrade, l'efficacité énergétique est insuffisante, les matières premières sont moins riches, elles se dégradent aussi, il y a un phénomène d'entropie, enfin bref, tout ça fait partie des considérations qui nous conduisent à l'hypothèse d'un effondrement écologique, et cet effondrement donc a un rapport avec cette époque de l'Anthropocène. Alors, les raisons d'espérer, et que peut-on espérer dans cette situation où, à mon avis, le collapse n'est pas une opinion, mais en effet une réalité possible de décrochage, comme je vous le disais.
que peut-on espérer? C'est qu'on a quand même des manettes politiques. On l'a vu pendant le confinement, l'année dernière, pendant le premier confinement. On peut en effet décider de limiter drastiquement la mobilité automobile, par exemple. On peut décider de changer de modèle agricole pour promouvoir la polyculture élevage et sur des parcelles beaucoup moins vastes et beaucoup moins monoculturelles qu'aujourd'hui. On peut tout à fait décider de ne plus utiliser de pesticides, mais malheureusement, et c'est ça que nous disent les collapsologues, qu'on est pris dans ce qu'ils appellent un sentier de dépendance, path dependency en anglais, une sorte de système de verrouillage, parce qu'en fait, voilà, on est dans une situation que la langue anglaise décrit comme un predicament, c'est-à-dire qu'on est dans une situation de dilemme où on n'a plus affaire au binarisme problème-solution, parce qu'on est embarqué dans une problématique systémique. Donc, on ne peut pas appuyer sur un interrupteur et dire on arrête tout, parce que si on arrête, par exemple, d'utiliser des énergies fossiles, on arrête aussi une partie du système économique tel qu'il est actuellement conçu, et on arrête aussi l'agriculture productiviste, qui est une agriculture extractiviste en réalité, qui dépend beaucoup des énergies fossiles. Donc, quand on est pris dans ce système qui accorde énormément d'importance à ces énergies fossiles, qui repose sur cette consommation massive d'énergie fossile, voilà. Et donc, pour régler ce problème de collapse, il ne s'agit pas simplement d'un problème, d'un binarisme problème-solution, il s'agit de se projeter dans un autre système et aussi dans un autre horizon anthropologique et culturel, je dirais. Il ne s'agit pas seulement de croissance verte, il ne s'agit pas de remplacer des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Certes, ça fait partie des réponses aux problèmes, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce que, voilà, je n'ai peut-être pas le temps de développer, mais je peux vous dire que la voiture électrique n'est probablement pas une réponse suffisante à la question systémique qui nous est posée. Et je pense qu'en effet, ce qu'il est permis d'espérer, c'est qu'on peut décider de décroître de manière démocratique et équitable, par exemple en adoptant la carte carbone qui va attribuer à chacun un quota strictement égal et non spéculatif, non spéculable, non négociable, une carte comme une carte carbone qui accorde à chaque individu la même quantité d'énergie consommable en un an, par exemple. Donc ça permettrait de plafonner et même de décroître petit à petit ce quota chaque année, tout en proposant des alternatives par des mobilités collectives, par des mobilités rurales, par des transports à la demande. Mais je crois que la question des transports et la question de l'agriculture sont les deux leviers principaux aujourd'hui pour régler le problème du collapse d'un point de vue technique. Quant aux problèmes culturels, à mon avis, il demande aussi à ce qu'on lui accorde autant d'importance, je pense, parce que on doit changer de régime anthropologique finalement. C'est notre rapport au monde, c'est notre rapport au vivant qui est en question, c'est notre rapport aux soins de ce qui nous entoure et déjà simplement avoir conscience de ce qui nous fait vivre et du fait que ce qui nous fait vivre, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, les plantes, les insectes, tout ceci est ce qu'il y a de plus important au monde actuellement. Mais nos systèmes économiques et nos systèmes de pensée nous éloignent finalement de toutes ces choses qui semblent si élémentaires, mais qui en fait nous sont peu connues. Et pour conclure, je pense que moi, pour ma part, j'ai découvert une piste qui est celle de la biorégion. Donc avec l'Institut Momentum, nous avons fait une étude pour proposer une métamorphose de l'Île-de-France en 8 biorégions décroissantes, fondées sur des technologies dites basses technologies, qui consomment
2,5 fois moins d'énergie par personne qu'actuellement, et qui propose quand même des vies tout à fait décentes dans ces biorégions, mais moins mobiles, avec des polyvalences de métiers pour chacun, avec des métiers manuels, des métiers agricoles, une très forte valorisation de l'agriculture en Île-de-France. Vous savez que la région Île-de-France est une région très riche. Elle a 600 000 hectares de surface agricole utile. Donc sur le plan agricole, c'est une région extrêmement fertile. C'est pour ça d'ailleurs que Paris a été édifié en Île-de-France. C'est une région qui dispose de bassins versants de la Seine et de ses affluents. C'est une région qui pourrait développer un autre modèle agricole, mais qui supposerait de se découpler, de se détacher du système mondial, en fait. Vous allez dire que c'est utopique, mais encore une fois, comme disait Hannah Arendt, les nouveaux commencements sont toujours possibles et peuvent être politiquement inaugurés par des nouvelles naissances, en fait, politiques. Et je pense que ces nouvelles naissances, maintenant, il faut les nourrir par des réflexions décalées. Voilà. Donc, cher Merci, Jean-Luc, je ne sais merci pas où j'en suis et j'espère ne pas avoir été trop longue. Non, non, merci beaucoup Agnès Sinaï pour ce parcours chronologique des réactions à toutes les menaces qui pèsent sur la planète, mais aussi la présentation de ce qu'est aujourd'hui l'Anthropocène et les réflexions que tout cela vous a inspiré, et même les projets que tout cela vous a inspiré. Pardon. Alors, depuis les débuts du christianisme, en fait, les chrétiens et l'Église, depuis le tout début, ont entretenu un discours sur la fin des temps. Et Marc Fassier, qui est théologien, va avoir la parole pour nous dire comment, par rapport à cet effondrement que vous avez décrit, à ce moment que vous avez décrit, pardon pour le lapsus sur le nom de votre fondation Momentum et pas Monumentum, comment aujourd'hui ce discours sur la fin des temps se lie à la lumière de ce que nous vivons dans le présent. Marc Fassier, vous avez la parole. Merci, bonsoir à tous, merci de votre invitation. Voilà, donc tout à l'heure, on a cité un peu une partie de mon parcours et il y a en effet une thèse qui attend d'être publiée là bientôt, qui s'intitule L'Église comme communauté narrative en contexte pluraliste. Voilà, donc vous aurez compris que ce qui m'intéresse, ce sont les récits. Le récit que porte l'Église et qui la porte, et en relation, en dialogue avec les autres récits de notre monde. Et donc, je me suis intéressé ces derniers temps justement au récit d'effondrement, à la manière de parler du collapse. Dans un premier temps, je voudrais peut-être nous resituer dans notre réflexion sur l'espérance chrétienne. D'où venons-nous quand nous parlons d'espérance chrétienne ? Il y a 60 ans, à l'occasion du grand aggiornamento du Concile Vatican II, l'Église a dû repenser sa manière de parler d'espérance. Elle l'a fait à ce moment-là par le biais d'une rencontre déjà de toute sa tradition d'espérance, de toute sa doctrine, avec des espérances séculières qui étaient inspirées du marxisme bien souvent. Cette rencontre a été l'aiguillon, on peut dire, d'une réflexion critique de l'Église sur l'eschatologie chrétienne, sur son rapport à la fin des temps. Et je crois que cette réflexion a trouvé sa consécration dans le grand texte pastoral du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, dont je cite un extrait au numéro 39, « L'attente de la nouvelle terre, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. » Et la mention du rapport à la terre me paraît intéressante dans ce texte. L'attente de la nouvelle terre, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Et on voit bien combien ce souci-là, dans la réception du Concile Vatican II, a trouvé toute sa consécration dans la publication de l'encyclique Laudato Si par le pape François. Les eschatologies séculières de fin des temps, à l'époque du Concile, dénonçaient le fait pour le chrétien d'attendre un salut hors du monde.
bien souvent un salut individualiste, un salut bourgeois, hein, dans le langage marxiste. Et du coup, cette provocation, cette dénonciation a provoqué eh bien, une rencontre pas simplement théologique, mais aussi des rencontres pastorales, hein. Je pense en particulier à quelqu'un comme Madeleine Delbrel, qui a si bien vécu cette rencontre entre des espoirs séculiers et l'espérance chrétienne. Je cite un de ces extraits, hein, qui montre comment cette rencontre finalement est l'aiguillon d'une réflexion chrétienne, hein. Leur espérance, quand elle parle des communistes, leur espérance éprouve pratiquement la certitude de notre espérance, nous tente quant à sa réalité. Si nous n'avons alors qu'une espérance de temps de paix, fragile et oublieuse, nous irons de revers en revers, de défaillance en défaillance, voire d'écroulement en écroulement. Qu'est-ce que l'Église a révisé à l'époque dans sa manière de parler d'espérance? Je pense deux choses. D'abord, une conception de l'espérance et de son rapport à la fin des temps devenue très individuelle. Le salut étant pensé comme conversion individuelle de l'homme pécheur et son ajustement aux règles de l'Église militante, hein, société juridique pourvoyeuse de salut, dans l'espoir de pouvoir accéder un jour à l'Église triomphante du ciel. Deuxième révision, hein, qui s'est provoquée à l'occasion du Concile, eh bien, une révision d'une conception de l'espérance reléguée en dehors de l'histoire. Ce qui a donné finalement une forte production, hein, après le Concile sur l'eschatologie chrétienne. De quoi les catholiques ont-ils fait le deuil finalement à cette occasion-là? Eh bien, j'aime me rapporter à la provocation de Jean-François Lyotard, hein, qui dit que les catholiques ont dû faire le deuil du grand récit eschatologique d'accomplissement qui légitimait la vie individuelle et collective dans la société. Parmi les grands récits du monde moderne qui se sont effondrés, hein, selon Lyotard, il y a le salut eschatologique, salut des créatures par les conversions des âmes au récit christique de l'amour martyr. Ce qui s'est effondré, c'est le méta-récit chrétien qui trouve sa légitimité dans une finalité supposée de l'histoire comprise selon le schème de l'accomplissement. Hein, encore une fois, Lyotard dit que le récit eschatologique chrétien, il le voit comme le récit de l'expérience d'un sujet affecté par un manque qui prophétise que cette expérience s'achèvera à la fin des temps par la rémission du mal, par la destruction de la mort et par le retour à la maison du Père, c'est-à-dire au signifiant plein. Et voilà, je crois que c'est cette conception finalement de l'espérance chrétienne moderne qui s'est effondrée et qui était révisée à l'occasion du Concile Vatican II. Nous sommes donc déjà, on pourrait dire, hein, dans la tradition catholique post-conciliaire, en situation d'effondrement d'un système. Ça, c'est peut-être un des premiers points, c'est-à-dire que le sujet chrétien a connu depuis bien des années la fin d'un schème chrétien majoritaire de la société. Il se trouve dans une crise épistémique depuis longtemps. Donc peut-être qu'il a une expérience dans ce domaine, hein, c'est-à-dire de se trouver dans sa propre crise épistémique, dans sa manière de se comprendre dans la culture, dans les schémas culturels qui ont été les siens pendant longtemps. Il a dû réviser ces schémas culturels. Alors, non sans mal et non sans résistance, hein, de la part d'un certain nombre de chrétiens. Les collapsologues, il me semble, se sont eux-mêmes appuyés sur cette crise épistémique, sur cette manière de se comprendre dans la culture, pour bien souvent affirmer aussi l'impossibilité des religions institutionnalisées à bousculer les imaginaires, hein, par lesquels elle a forgé les croyances de ses adeptes. Devant la menace d'un effondrement, les religions institutionnelles, les grandes religions monothéistes, hein, sont perçues bien souvent plutôt comme des sources de normalisation que de questionnement et de remise en cause.
Et du coup, cette provocation collapsologique pose une question aux chercheurs en théologie chrétienne que je suis. Y a-t-il une alternative au récit hégémonique du salut par la conversion des âmes pécheresses? Y a-t-il une autre manière de penser l'espérance chrétienne? Eh bien, je répondrai finalement en posant une première question. L'espérance chrétienne peut-elle se penser en dehors d'une confrontation au réel et au réel tragique de l'existence individuelle et collective? Et je crois que le premier aiguillon finalement de la collapsologie aujourd'hui, c'est de nous ramener à un réel tragique individuel et collectif. Sans méconnaître que nous nous sommes peut-être constitués une pensée de l'espérance chrétienne sur la base d'un rapport à un avenir hypothétique, d'événements devant éclater un jour, au dernier jour, comme une sorte d'achèvement de l'histoire. La collapsologie ramène la fin assez proche, de manière imminente, et nous resitue finalement dans un autre rapport à la fin. Nous l'avions mise à distance, elle nous est ramenée de manière très proche. Du coup, la provocation collapsologique des récits d'effondrement ramène l'espérance chrétienne à son rapport au réel concret, interprété selon l'articulation fondamentale d'un rapport à l'amont et à l'aval, parce qu'on ne peut pas penser l'espérance sans rapport à un amont, c'est-à-dire à un événement qui la fonde, l'événement de la mort et de la résurrection du Christ, et à un aval, c'est-à-dire la promesse qui est ouverte par cet événement en amont, d'un avenir nouveau. L'interpellation collapsologique, finalement, resitue ou réajuste la foi chrétienne et sa manière de parler d'espérance par rapport à cet amont et à cet aval, en la mettant devant une urgence. Les récits d'effondrement nous parlent d'un effondrement systémique inéluctable. Nous nous étions peut-être habitués à penser à partir de la victoire du Christ ressuscité, dans laquelle se glisse la foi, qui devient une parésia, une ferme assurance, et une macrothumia, une patience, peut-être une patience tranquille. Nous sommes ramenés à la gestion d'une angoisse de la finitude et d'une urgence devant un effondrement annoncé comme systémique. Alors, en tant que théologien, je ne peux pas ne pas penser à l'interpellation que Jean-Baptiste Metz, dans La foi dans l'histoire et dans la société, indiquait. L'espérance est voulue comme attente imminente. Ce serait une tromperie sémantique, disait-il, que de vouloir lui enlever ce caractère. Et nous savons que les premières communautés chrétiennes étaient dans cette attente imminente, et puis que la parousie n'arrivant pas, eh bien, se sont peut-être installés dans un temps de la patience tranquille, de la fin des temps et dans l'assurance de la victoire assurée. Nous sommes ramenés, je pense, aujourd'hui de plus en plus à cette attente imminente, finalement, à la vraie réalité apocalyptique de l'espérance. Là où s'est perdue peut-être une conception catastrophique qu'implique la possibilité d'une mort, eh bien, nous avons perdu dans un même temps cet aiguillon d'une espérance mobilisatrice. Alors, quelle rencontre finalement, c'est parce que c'est un petit peu mon sujet, quelle rencontre nous pouvons vivre avec les récits d'effondrement? Quelles ressources communes pouvons-nous y trouver peut-être? La première, bien sûr, c'est de lire l'histoire à partir de la fin. Nous nous étions peut-être habitués en régime chrétien à lire l'histoire dans un retour à une origine pure et d'oublier que ce qui fait l'histoire chrétienne, c'est son rapport à une fin.
La deuxième chose que je vois dans les récits collapsologiques, c'est la recherche qui est de mettre en avant des récits lucides. Alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'un récit lucide par rapport à un récit vrai, quoi. C'est-à-dire un récit ancré dans le réel. Mais alors là aussi, il faudra se poser la question de se dire, qu'est-ce qu'un récit ancré dans le réel? En tout cas, les récits d'effondrement cherchent à construire d'autres imaginaires que ceux qui se sont constitués déjà. Et peut-être que ceux qui se constituent aussi par la peur et par ce qu'entraîne la peur, c'est-à-dire le repli identitaire de certains. Autre ressource de la collapsologie, la collapsologie vise une action collective qui passe par la compréhension des enjeux qui sont face à nous, mais aussi du chemin intérieur à vivre pour réaliser ces enjeux. Les récits collapsologiques aussi reposent sur la conviction qu'il n'y a pas d'action juste, une vision que l'individu se forge à travers les lieux qu'il fréquente, les communautés qui sont les siennes. Et je crois que notre éthique chrétienne aussi a avancé dans ce sens, d'une plus grande conscience du rapport entre ce qui constitue la vision du monde et la décision éthique. La puissance de l'imagination comme faculté de se confronter au réel. La collapsologie vient peut-être plus toucher finalement, d'abord toucher le cœur avant la raison. Alors là aussi, on peut se poser la question si on n'est pas non plus dans cette vieille opposition du cœur et de la raison, mais je pense à cette citation de Newman, le cœur est généralement atteint non par la raison, mais par l'imagination, au moyen d'impressions directes, par le témoignage des faits et des événements, par l'histoire, par la description. Les personnes nous influencent, les voix nous attendrissent, les regards nous soumettent, les actions nous enflamment. Je crois que ce que la collapsologie aujourd'hui nous apporte, c'est aussi des témoignages d'engagés, de personnes, de description d'action. Voilà. Et c'est ce qui vient toucher le cœur peut-être avant la raison. Je vais finir peut-être en me disant, mais comment est-ce que finalement les récits d'effondrement viennent rencontrer les récits chrétiens? Et je pense en particulier à la manière dont le récit biblique, et peut-être que c'est une invitation pour la théologie, à revisiter nos récits bibliques avec un regard neuf, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils nous confrontent au réel. Je pense en particulier aux livres prophétiques. Je pense au livre de Jérémie, par exemple. C'est dans une situation d'effondrement qu'est annoncée une alliance nouvelle. Qu'est-ce qui s'effondre? Les grandes institutions du peuple d'Israël, la dynastie davidique, le temple de Jérusalem, la cité de Jérusalem. Et comment Jérémie s'y prend? Bien, il fait face à la réalité et il refuse d'entrer dans une pensée magique. Ce qui a marché ne marchera pas dans les nouvelles conditions. Il ne faut pas confondre les institutions et ce qu'elles incarnent et soutiennent. Voilà. Voir l'effondrement plutôt comme une chance que comme un désastre, comme un début plutôt que comme une fin. Je vous invite peut-être à relire les chapitres 32 et 33 du livre de Jérémie, où Jérémie ne cache pas le caractère effrayant de la traversée qui est à vivre. Il y a un futur possible et désirable, même si ça passe par des événements douloureux. Je conclus, j'ai le temps. Une toute petite minute. Une toute petite minute, voilà. Pour conclure, je dirais que les récits d'effondrement ramènent l'espérance chrétienne à se resituer par rapport à son amont et à son aval. L'aval est immédiat, il peut paraître sombre, mais c'est bien ce qui a attisé l'espérance des premières communautés chrétiennes. Et en même temps, l'amont lui-même est à revisiter. L'amont de l'espérance, c'est l'entrée d'un Messie dans la réalité concrète et qui ne se cache pas cette réalité.
qui y entre pleinement. Hein. Le royaume est la seigneurie de Dieu, qui n'est pas une seigneurie en dehors de l'histoire, mais dans l'histoire. La seigneurie de Dieu, c'est une seigneurie sur toutes les puissances qui cherchent à avoir une influence, à contrôler nos vies, malgré nous peut-être. Voilà. La seigneurie du Christ nous met en crise. Hein, elle nous met en crise. Elle nous invite à réagir, à nous décider d'un point de vue justement critique. Voilà. Elle met en œuvre, je crois, aujourd'hui, l'obligation pour des communautés chrétiennes d'avoir des pratiques signifiantes d'espérance, des pratiques qui passent par la gestion de la vulnérabilité devant ces effets systémiques de la crise, hein, et puis vers le service de l'humain. Je finirai juste par une question peut-être pour ouvrir le débat. La théologie a besoin de la collapsologie, vous l'aurez compris, comme aiguillon de son espérance, mais la question que je pose, la collapsologie a-t-elle besoin de la théologie, avec ce constat qu'on utilise un certain nombre de termes partagés, comme le kairos, la métanoïa, mais sommes-nous capables d'engager vraiment un dialogue? Merci beaucoup, Marc Fassier. Donc, vous posez directement une question à Agnès Sinaï, à qui je vais tout de suite passer la parole, pour savoir si la collapsologie, telle qu'elle nous l'a décrite, peut ou pas avoir besoin de la théologie. Alors, nous avons manifestement un problème de liaison. Désolée, j'ai eu une petite interruption de connexion qui fait que je n'ai pas bien entendu la fin Oui, de à la fin de son intervention, Marc Fassier interpellait la collapsologie en disant que la théologie a besoin de la collapsologie, puisque la théologie propose un discours sur les fins dernières, donc, dont la collapsologie peut faire partie. Mais est-ce que la collapsologie, elle, peut s'inspirer, a besoin à son tour de la théologie? Et je compléterai par deux petites questions personnelles par rapport à l'intervention de Marc Fassier. D'abord, la relation entre le collectif et la conversion individuelle dans ce que vous avez présenté, par exemple pour les projets de l'Île-de-France. Par où est-ce que cela passe? Et d'autre part, comment l'effondrement final interagit avec nos comportements d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un discours, un récit qui peut interagir avec nos comportements d'aujourd'hui? Vaste question. Déjà, je ne pense pas que la collapsologie soit un récit. Alors que la théologie, peut-être, est un récit. Je ne sais pas. En tout cas, j'étais très intéressée par les propos de Marc Fassier, hein, sur le statut du futur, finalement, dans les réflexions autour de la question du salut. Et je pense que la théologie nourrit profondément les réflexions sur la nature du futur. D'ailleurs, je me suis beaucoup intéressée à un philosophe allemand, Walter Benjamin, qui croisait l'approche marxiste avec l'approche théologique, notamment la question de l'histoire, n'est-ce pas, à l'aune de la question du salut et d'une parousie d'un ange de l'histoire. Bon. Donc oui, je pense qu'en effet, ces perspectives que Marc Fassier a dressées sont très nourrissantes, à mon avis, pour ce qui concerne les réflexions autour de la collapsologie en tant que interrogation sur les trajectoires qui nous attendent. Sur le plan ensuite politique, bon, faire le lien entre la théologie et le politique, c'est aussi une question que posait Walter Benjamin. Hein. En effet, et là aussi je rejoins peut-être Marc Fassier, c'est que oui, on a quand même affaire à des récits. Alors personnellement, je pense que la collapsologie n'est pas un récit. Je pense
que c'est une compilation de données scientifiques qui aboutit à des conclusions d'ordre collapsologique. Mais la collapsologie, pour certains aujourd'hui, est considérée comme un récit, pour d'autres, dont je fais partie, est considérée malheureusement comme des faits obstinés, un ensemble de faits obstinés. D'ailleurs, Marc Fassier n'a pas dit le contraire, et il a même dit que la collapsologie nous mettait devant une urgence qui rejoignait la question du statut du salut. Voilà. Et je trouve ça en effet très juste aujourd'hui d'interroger la question du salut par le biais de la collapsologie, parce que finalement, renoncer au salut, c'est peut-être ce que nous disent les collapsologues. Alors, là-dessus, à mon avis, les collapsologues devraient arrêter de faire des commentaires. Je préfère écouter un théologien sur la question du salut qu'un collapsologue. Voilà. Je pense qu'encore une fois, la collapsologie n'a pas à décrire le type de souffrance, par exemple, que peut induire cette perte d'avenir. Pour moi, la collapsologie n'est pas une science de la psychologie, mais les tenants de la collapsologie, que sont Pablo Servigne et Raphaël Stevens, nous ont emmenés dans leur deuxième volume sur le collapse vers des considérations psychologiques, d'éco-psychologie, qui sont d'ailleurs à prendre en considération, évidemment, puisqu'il y a bien une part émotionnelle dans tout cela qui n'est pas à négliger. Et je ne vous dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais je dis qu'en effet, cette part émotionnelle, elle ressort de l'individu, alors que le diagnostic collapsologie ressort du politique. Merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Marc Fassier. Vous avez évoqué le lien entre théologie et politique et action politique. Bon, chez les théologiens, ça s'appelle la théologie politique. Et vous avez, Marc Fassier, cité Jean-Baptiste Metz, notamment, qui a été un de ceux auxquels est attribué un renouvellement de la théologie politique dans les 50 dernières années. Comment, de ce point de vue-là, dans le rapport entre la foi et le pouvoir, entre la théologie et la politique, la collapsologie peut-elle être intégrée et Agnès Sinaï le suggérait à travers notamment le discours sur le salut. Je pense que la théologie politique s'est longtemps finalement confrontée à la question du rapport de la foi avec l'État. C'est-à-dire que l'État était quand même assez au centre des questions de la théologie politique. Et ce que l'on voit aujourd'hui avec la collapsologie, c'est que, alors, j'ai bien vu que certains écologistes ont une grande confiance finalement dans l'État pour la conversion écologique. Mais on voit bien que les acteurs de la transformation sociale ne sont pas, enfin, que le monopole de la transformation sociale n'est pas simplement lié à la gouvernance de l'État. C'est d'ailleurs une question que j'avais en entendant Agnès Sinaï, quand elle dit, voilà, on peut décider de changer de modèle, on peut décider. Alors, la question, c'est toujours, qui peut le décider? C'est-à-dire, est-ce que c'est de l'ordre d'une transformation des vies individuelles et que l'agrégation des vies individuelles fera un changement collectif, ou est-ce que vraiment, et là je pense que les collapsologues ne sont pas tous d'accord sur ce point, ou est-ce que c'est vraiment un rôle politique, et un rôle politique qui doit être porté par l'État? Du coup, je pense que la théologie politique tend elle-même à se décentraliser, à aller regarder les réalisations politiques et sociales concrètes, locales peut-être, et voir comment ça vient interpeller le théologique. Peut-être que là, on a une évolution. Alors, peut-être un mot de conclusion, Agnès Sinaï, sur ce plan. Comment convoquer chacun à ces possibilités d'évolution, de transformation que vous avez évoquées dans votre propos tout à l'heure? Je pense qu'il
il y a des choses à garder dans l'État. Hein. Je pense que l'État a quand même un rôle de redistribution des richesses, de coordination peut-être de certaines politiques concernant les biens communs que sont la santé, par exemple. Malheureusement, il ne joue pas ce rôle-là il est perméable aux influences des lobbies économiques, on le sait, bien sûr. Donc, je ne dis pas que l'État est vertueux, mais je dis que peut-être il protège quand même d'une forme de violence. Hein. Bon, c'est un transfert de violence qu'on fait à l'État. Il a le monopole de la violence organisée pour désarmer théoriquement cette violence. Donc, bon, dans ce sens défini par Hobbes, l'État est un mal nécessaire en quelque sorte. Après, des nouveaux imaginaires de gouvernance et des nouvelles mobilisations dans le monde réel sont absolument nécessaires, puisque l'État est pris dans ces sentiers de dépendance que je décrivais tout à l'heure. On ne peut plus en attendre grand-chose et on n'attendra pas le salut de l'État. Et là-dessus, je pense qu'en effet, c'est aux citoyens de se mettre en marche. Ils le font d'ailleurs beaucoup dans des associations locales, dans des phénomènes de résistance à des grands projets d'infrastructures, dans des vigilances. Et je crois que le monde associatif doit continuer à être alimenté par nos engagements et nos prises de responsabilité, bien sûr. Individuelles, à mon avis, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut participer à des collectifs et se mobiliser dans la mesure, évidemment, de ses moyens. Mais j'y crois beaucoup. Mais ça ne suffira pas non plus, puisque l'enjeu, c'est de faire basculer le système dans un autre état, en quelque sorte. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à vous Agnès Sinaï, à Marc Fassier. Merci pour cette conclusion qui réécrit un petit peu le sujet qui était celui de cette rencontre. Espérer quand tout s'écroule, c'est plutôt espérer avant que tout s'écroule que vous avez à quoi vous nous avez amené à réfléchir ce soir. Merci beaucoup et j'espère que nous aurons d'autres occasions de prolonger ces échanges. Alors, vous ne quittez pas, puisque maintenant la parole va être, enfin pas la parole, mais l'écrit va être aux participants que François Heuvet a appelé à poser leurs questions. Il y a déjà une question qui vient. Oui. Quel motif d'espoir peut-on avoir en dehors du militantisme d'une perspective collapsologique? Quel motif d'espoir peut-on avoir en dehors du militantisme d'une perspective collapsologique? Je ne sais pas si ça vous inspire une réponse. J'ai un petit peu de mal à comprendre exactement la pointe de la question. Je ne sais pas si Sébastien qui l'a formulée peut te préciser un peu sa question par écrit. Alors, pour ma part, j'aurais peut-être une première question. Je ne sais pas si elle fait écho à la question précédente, mais que pensez-vous, peut-être ma question est peut-être plus directement pour Agnès Sinaï, que pensez-vous de la Convention citoyenne sur le climat? Est-ce que ce n'est pas un exemple intéressant d'un débat qui est à la fois un débat large, populaire, et qui est permis par l'institution d'État, c'est lancé quand même officiellement par l'État, donc c'est pas un mouvement, c'est pas purement un mouvement spontané, je dirais auto-organisé, mais qui pourtant, je veux dire, a dépassé peut-être ce qui était, du moins, c'est exprimé de manière très, très libre, semble-t-il, sur toutes ces questions-là. Enfin, que pensez-vous de cet exercice? Est-ce que ça vous paraît aller dans la bonne direction?
Oui, complètement, complètement. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle Sciences citoyennes qui promeut depuis une vingtaine d'années l'idée de conventions de citoyens formés à des sujets tels que le climat, des sujets complexes, et ensuite consultés sous la forme d'une démocratie participative. La question n'est pas, à mon avis, porte plus, ou l'interrogation porte plus sur que deviennent ces consultations, quel sort leur réservent les pouvoirs publics. Et là, en l'occurrence, le débat a été très riche. Les citoyens, finalement, se sont montrés plutôt exigeants. Ils ont pris au sérieux cet exercice, mais on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron de n'avoir fait qu'une sélection assez limitée, finalement, au final, dans les propositions de cette convention de citoyens. Donc, il faudrait peut-être assortir maintenant ce type de convention à les associer vraiment à la prise de décision. Sous la forme d'une chambre, je ne sais pas, ou en tout cas d'une réforme institutionnelle, mais qui là aussi risque de prendre du temps. Projet de chambre du futur, c'est Dominique Bourg qui a cette expression. Oui, la chambre du futur, exactement, mais qui aurait plus qu'un rôle consultatif. Bon, les questions ont du mal à se formuler. Ah, voilà, si quand même. D'autres systèmes de croyance ne sont-ils pas à mobiliser alors qu'on peut observer les limites pédagogiques de la science pour changer les comportements pour faire face aux enjeux climatiques? Est-ce que ça ne rejoint pas ce que disait Marc Fassier sur la place du toucher le cœur, enfin la place du récit, enfin toutes ces questions-là. Alors, je ne sais pas si qui répond. Ce qu'on voit, c'est que dans un premier temps, finalement, les constats scientifiques, les constats, comme on l'a vu, des différentes conventions, des congrès internationaux, ont fait face quand même à une forme d'insensibilité finalement devant devant les crises qui arrivaient devant nous. Et la question, c'est quand même comment toucher la sensibilité pour qu'elle provoque la décision. Et alors, c'est pour ça que j'ai évoqué finalement cette transformation des imaginaires, puisque nos imaginations peut-être sont inscrites dans un temps long, alors que la crise nous situe dans un temps court, c'est-à-dire l'imminence d'une crise systémique. Et donc, il faut reconfigurer un peu son imaginaire, le confronter au réel pour que ça provoque le désir d'un changement et le désir d'une décision. Alors, comment ce mécanisme peut-il se produire? Peut-être que... alors, je vois bien qu'il y a deux écoles dans la collapsologie. Il y en a une qui veut vraiment toucher à partir de données scientifiques, et puis il y en a une qui est à l'autre extrême qui veut toucher la psyché humaine. Voilà. Et entre les deux, est-ce qu'il y a un lieu pour passer de l'insensibilité écologique, comme beaucoup en parlent, comme Bruno Latour par exemple, à une volonté de changement, à des décisions à prendre. Alors, la question arrive là. Il y en a deux que j'ai envie de regrouper. La question de Claire Barbet et celle de Jean-Nicolas Maisonnier. Y aurait-il des crises qui n'intéressent pas la collapsologie? Est-ce qu'elle ne considère que les questions de planète? Et la question suivante se rappelle la question de la bombe atomique qui a été effectivement, qui à l'époque avait déjà entraîné des débats sur la fin possible de l'humanité. Donc un champ de questions qui n'est pas directement, qui évidemment à l'époque ne concernait pas le climat ni l'avenir de la planète. On pourrait évidemment envisager, mentionner d'autres catastrophes possibles. On a envie de reformuler la question, est-ce que finalement la polarisation sur la question du climat, de l'avenir de la planète, est-ce que ça ne risque pas de détourner l'attention d'autres menaces, d'autres crises?
Agnès, Agnès. cette question vous inspire? Écoutez, je crois qu'au contraire, la collapsologie, entre guillemets, hein, parce que c'est vraiment un néologisme, mais disons, l'approche systémique que propose la collapsologie montre qu'il n'y a pas de compartimentage, il n'y a pas une crise d'un côté de l'eau et de l'autre une crise climatique, et enfin une crise économique. Tout cela est lié. Et justement, je trouve que l'intérêt de cette approche systémique, c'est de montrer qu'on est dans un paysage, on est dans une perspective d'interconnexion des activités humaines avec le vivant, on est dans une perspective d'emboîtement du système énergétique avec le fonctionnement des infrastructures. Et donc, ce qui est intéressant, à mon sens, dans cette vision, c'est celle des interdépendances et des vulnérabilités et du fait qu'un basculement à partir d'une crise est possible. Hein. En l'occurrence, on voit bien avec la pandémie de Covid, voilà, ça c'est l'exemple d'une crise qui peut faire basculer l'ensemble du système. Si le virus était plus létal, les camions n'auraient plus circulé pour apporter pour fournir les hypermarchés. Donc, cette crise ponctuelle d'un virus pourrait n'être qu'une crise ponctuelle, mais comme tout est interdépendant, non, je dirais qu'il n'y a pas de hiérarchie dans tous ces éléments parce qu'ils sont tous interdépendants. En revanche, oui, la question sur le nucléaire me semble mériter un focus particulier puisqu'on n'en parle peut-être pas assez. D'ailleurs, la Convention de citoyens n'a pas mis la question nucléaire à son agenda. Et la réalité aussi de l'armement nucléaire est toujours présente. Hein, donc, et elle fait partie aussi de ce paysage possible d'une fin de l'avenir, évidemment. Elle a beaucoup marqué les penseurs tels que Günther Anders, les penseurs de l'écologie, les précurseurs de l'écologie, de la philosophie liée à ces questions écologiques. Dans les années 50, le philosophe Günther Anders a corrélé ce qu'il appelait la question du délai avec justement la question du nucléaire en tant qu'arme de destruction globale. Alors, j'ai envie de regrouper encore deux questions et peut-être plus directement adressées à Marc Fassier. Est-ce que l'engagement dans des associations locales est la seule voie de salut, d'espérance en collapsologie? Et que pensez-vous de l'idée qu'il faut se changer soi-même pour changer le monde, qui est souvent reprise dans les mouvements psycho-écologiques, le travail sur les émotions, etc. Est-ce que ça ne renforce pas finalement une logique individualiste propre au système actuel? Voilà. Alors, se changer soi-même, se changer ensemble, action locale, action plus politique, plus globale, enfin bon, une galaxie de questions. Peut-être Marc et puis peut-être Agnès aura certainement un mot à dire, je vois qu'elle hoche à la tête. Ensuite. De la même manière qu'il y a une interconnexion des problèmes et une interconnexion des crises, on pourrait dire, je pense qu'il y a aussi une interconnexion des engagements et qu'on ne peut pas opposer les uns et les autres. C'est-à-dire que mais je crois beaucoup aujourd'hui, et c'est peut-être mon inscription d'ailleurs dans la pensée de Stanley Auerbach, qui pense beaucoup finalement le témoignage de communautés locales et de pratiques signifiantes doit être finalement là aussi une propulsion systémique du changement, on pourrait dire. C'est-à-dire que ce qui provoquera finalement la prise de conscience, c'est qu'il y ait des témoignages de pratiques signifiantes et qui provoquent aussi des changements individuels. Ce sont des pratiques communes qui provoquent des changements individuels et qui, par conflagration, on pourrait dire, informent un désir de changement collectif. Mais c'est vrai qu'on a peut-être plus aujourd'hui
la conscience que comment est-ce que j'habite le lieu où je suis et comment, habitant le lieu où je suis, je m'inscris avec d'autres dans une manière plus ajustée et on va dire pour provoquer des changements collectifs. Mais partir plutôt du local, de communautés signifiantes, de lieux de pratique signifiantes pour aller vers un changement collectif. Je crois que c'est plutôt la logique. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'entends cette notion d'égards ajustés proposée par Baptiste Morisot, que j'aime beaucoup. Cette idée de crise de la sensibilité aussi, qui à mon avis est vraiment en partie à l'origine d'un aveuglement politique. Pourtant, Emmanuel Macron a eu le Covid, mais ce n'était pas un Covid très grave. Donc, il a été touché dans sa chair, mais sans doute pas assez pour se sentir au même niveau qu'un simple vivant, qu'un animal, qu'un insecte, qu'une plante. Et je pense en effet cette indifférence au vivant, cette crise de la sensibilité induite par le monde machinique dans lequel nous vivons, est en partie à l'origine du désastre en cours, qui passe aussi par une réparation des sensibilités. Mais je pense que cette réparation, en effet, ne passe pas par des modalités de développement personnel individuel. Elle passe par des communaux, des communautés, des phénomènes associatifs, collectifs. En effet aussi, je suis d'accord avec une connexion au territoire, à là où on habite, à ce qui nous entoure. Et c'est pour ça, je vous en parlais brièvement tout à l'heure, je pense que l'approche biorégionale est une approche intéressante. Alors, il y a des questions assez concrètes, des questions qui défilent pas mal. Une question sur l'agriculture. Est-ce qu'une agriculture écologique, l'agroécologie, est en mesure de nourrir l'ensemble de la population mondiale? Et puis une autre question autour de, pour amplifier les débats, autour de la collapsologie dans l'hémisphère sud. Une question qui est posée à partir de l'Amérique latine. Est-ce que tout le monde est concerné? Évidemment, nous sommes tous concernés parce que c'est planétaire, mais est-ce qu'il y a des particularités de l'hémisphère sud? Et puis la question autour de l'agriculture et de l'agroécologie. Alors, j'ai envie de vous renvoyer aux révoltes des paysans indiens en ce moment même pour répondre en filigrane à la question du modèle agricole, dont on voit bien que ce modèle monoculturel centré sur des exportations massives, que ce soit du fait européen en direction de l'Afrique ou inversement du soja sud-américain vers nos élevages, c'est une catastrophe. Et le salut, à mon avis, ne vient pas de cette agriculture-là, au contraire. Et c'est souvent une réponse biaisée qu'on fait. Voilà, si on sort de ce modèle agricole, on va affamer l'Afrique. Mais non, je pense que ce modèle fait qu'il n'y a plus de culture vivrière en Afrique, fait qu'il y a une concurrence déloyale entre une agriculture puissante, mécanisée, efficiente, qui est celle qui est pratiquée dans nos pays, et l'agriculture de plus petite taille qui ne tient pas, qui ne peut pas faire face à cette concurrence en Inde, par exemple. Donc voilà, pour répondre, est-ce qu'il y a une collapsologie dans les pays du Sud? Encore une fois, ce mot collapsologie prend beaucoup de place. C'est un néologisme. Je pense que dans les pays du Sud, et on le voit par exemple dans les écrits de l'Africain Achille Mbembe, il y a aussi une conscience tout à fait similaire à la nôtre des trajectoires d'effondrement dans lesquelles nous sommes emportés, et qui sont d'ailleurs beaucoup vécues déjà dans certains pays du Sud, qui d'ailleurs revendiquent des droits particuliers par rapport à la notion de perte de territoire.
cette notion de perte de territoire pour des raisons climatiques, par exemple d'événements climatiques extrêmes, de typhons ou de sécheresse, est actuellement à l'agenda des négociations climatiques et revendiqué par les pays du Sud. Alors, il y a une série de questions alors, qui est plus directement pour Marc. Si j'ai bien compris, l'Apocalypse plutôt que la Genèse. Notre question aussi sur retravailler la notion de création. Bon, et puis, alors, je vous laisse le soin de lire aussi. Il y a des textes qui sont plus des remarques à la limite que des questions. Alors, sur les signes d'espérance, on reprend un petit peu. J'ai envie de poser une question aussi, de réfléchir un peu avec, en reprenant la notion de salut. Hein, j'avais abordé salut individuel, salut hors monde. Finalement, est-ce que redonner une dimension incarnée au salut, est-ce que ça n'est pas laisser de côté la dimension traditionnellement transcendante du salut dans un autre, une terre nouvelle, des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Alors pourquoi se préoccuper de la terre actuelle si le salut est l'attente de la nouvelle terre? Je sais bien qu'il y a la phrase de Vatican II, mais Vatican II justement, comment dire, équilibre l'un et l'autre, mais parfois on ne voit pas toujours très bien comment les deux s'articulent ensemble. Voilà, bon, c'est un champ énorme de questions, mais je vous laisse le soin. Question, en effet. L'Apocalypse plutôt que la Genèse, je pense qu'il ne faut pas choisir entre les deux, il faut prendre les deux, mais en tout cas, l'attente imminente, c'est-à-dire cette attente apocalyptique hein, de la révélation pleine et entière de la Seigneurie du Christ au milieu des crises que nous vivons. En fait, son imminence, elle est attisée par la vision de l'effondrement que nous avons, mais elle est mobilisatrice de quoi? Elle est mobilisatrice justement d'un retour et finalement à la conscience du projet créateur. C'est-à-dire comment est-ce que cette imminence nous ramène finalement à l'urgence finalement d'une responsabilité confiée par le créateur pour sa création. Et finalement, l'attente apocalyptique, c'est l'urgence d'une responsabilité, c'est l'urgence d'une mise en œuvre de la liberté individuelle et collective au service du projet créateur. Et donc, je crois que nous sommes ramenés à partir de l'apocalyptique à revenir hein, au projet bon de la création tel qu'il nous est décrit dans la Genèse, et bien sûr des pièges à éviter. C'est-à-dire que la Genèse nous parle aussi des pièges à éviter, notamment le piège de se penser soi-même créateur et se penser soi-même le démiurge de toute chose hein, et se positionner dans une posture de puissance par rapport au créé. Et je crois que finalement, là aussi, hein, on en a parlé, mais la collapsologie nous remet dans une posture de vulnérabilité par rapport au créé. Et que cette posture de vulnérabilité n'est pas incompatible, et au contraire, avec la responsabilité pour le vivant. Par rapport à la notion de salut individuel, enfin de la mise en question hein, de la notion de salut individuel et du salut hors monde et du risque qu'il y a finalement à immanentiser le salut ou à mondaniser le salut, on pourrait dire. Je crois qu'aujourd'hui, la posture collapsologique nous invite à penser le salut, nous invite à réajuster finalement la question du salut, comme j'ai essayé tout à l'heure de le dire, par rapport à son amont qui l'informe et la manière de revenir à cet amont, c'est-à-dire de faire mémoire de l'événement de la mort et de la résurrection du Christ, comme finalement l'événement de salut par excellence, c'est-à-dire ce moment
où Dieu vient au cœur de la réalité, hein, transformer cette réalité. Ça nous ramène au réel de la mort et de la résurrection du Christ. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une pensée éthico-sociale, c'est une réalité. Donc, voilà, le Christ vient dans cette réalité et le Christ nous ramène, et je pense qu'il nous invite à réaliser le salut, hein, au cœur même du réel, quoi, au cœur même du concret. Donc, bien sûr que nous l'attendons, et nous l'attendons dans le monde à venir, comme nous le professons, mais le monde à venir ne peut que se préparer dans le monde réel et présent que nous vivons. Très bien. Il nous reste 5 minutes à peu près, hein, Jean-Luc. Oui, 5 minutes, oui. On termine à l'heure. Voilà. Alors, donc, il reste encore des questions ou des remarques. Je vous laisse le soin de les regarder. C'est des choses qui vous inspirent dans tout ce qui a été dit, parce que les messages se succèdent. Je m'arrête peut-être sur une remarque de Jean-Philippe Picard. La preuve a été apportée sur la notion de ce qui est essentiel. On pense à la crise sanitaire. La gestion de la crise ne prend en compte que l'économie et la santé physique. Tout le reste est ignoré et considéré comme peu important. Le lien social, le mental, la rencontre, tout ce qui élève comme l'enseignement, les arts, les restos, les bistrots, les théâtres, les musées, les églises éventuellement. Effectivement, est-ce que est-ce que cette dimension de l'existence plus relationnelle, ces autres dimensions, est-ce qu'on ne risque pas de les négliger, d'en négliger l'importance pour ce qui fait l'humanité de notre vie? Est-ce que l'écologie, ce n'est pas simplement une affaire, je dirais, de santé physique de la planète ou d'économie, mais c'est aussi une qualité relationnelle finalement. Et qualité relationnelle qui s'exprime aussi dans ces autres lieux qui sont mentionnés ici. Enfin bon, je vous laisse liberté de prendre ça ou d'autres questions s'il y a ou d'autres remarques, si vous avez envie de rebondir sur elles, puisque vous pouvez les lire. Je sais pas qui, il y a aussi une question inspirée par une intervention qui pourrait intéresser Agnès Sinaï, puisqu'elle est enseignante. Il y a une question sur les contenus de formation. Effectivement, par exemple à Sciences Po, les enseignements de Bruno Latour jadis ou le vôtre apportent ces problématiques, mais ne nous leurrons pas, il reste encore aujourd'hui assez marginal par rapport au reste des formations. Quel levier disposons-nous vis-à-vis des générations plus jeunes? Oui, de ces leviers-là, évidemment. Je crois d'ailleurs que ces générations sont très demandeuses maintenant, par exemple dans les écoles d'ingénieurs, de cours plus décalés finalement, de critique de la technique, par exemple, de promotion des low-tech, des basses technologies, voire de débats sur la décroissance. Hein. Donc la question aussi de la collapsologie intéresse beaucoup la jeune génération, plus que celle de nos parents qui ont été confrontés à d'autres problèmes historiques d'ailleurs hein, que ceux de la crise écologique. Bref, mon sentiment, c'est que oui, c'est un levier très important et que les jeunes sont demandeurs de ce type d'enseignement. Mais qu'il n'y a peut-être pas encore assez d'enseignement dans ce domaine. Parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'enseignants non plus capables d'apporter ces éclairages-là, je ne sais pas. Bien qu'on en parle beaucoup, ça demande finalement aussi un parcours intérieur d'en arriver à ces conclusions à la fois écologiques et philosophiques, voire théologiques, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis surprise chaque année de voir que ce cours est reconduit à Sciences Po à la demande des étudiants.
Mhm. Peut-être un dernier mot, Marc? Oui, c'est juste peut-être sur cette même question, hein, puisque mon actualité aussi personnelle, c'est de devenir titulaire d'une chaire qui est inaugurée demain matin, qui s'intitule Entreprises et biens communs entre l'Institut catholique de Paris et l'ESSEC. Pour montrer aussi une des vraies questions aujourd'hui pour les entreprises, c'est d'attirer des talents et les jeunes talents sont très attentifs aux questions de transition écologique et de développement durable et qu'elles viennent provoquer aussi les récits dominants peut-être à l'intérieur du monde économique. Donc voilà, c'est aussi un motif. Voilà, on a des jeunes générations qui viennent interpeller la réalité des entreprises et de leur capacité à elles-mêmes à faire face à ces crises systémiques possibles. Merci. Je rends la parole à l'animateur principal, Jean-Luc. J'ai l'impression d'être un principal de collège. Bon, écoutez, il me reste à remercier une nouvelle fois Agnès Sinaï et Marc Fassier pour ces échanges très stimulants et qui, comme je le disais déjà tout à l'heure, appelleraient sans doute une prolongation. Enfin, je ne sais pas quelle forme elle pourra prendre. Et puis remercier tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent. Nous étions pas loin. J'ai espéré qu'on dépasse les 300, mais on n'est pas monté au-delà de 295. Enfin, c'était quand même un bel amphithéâtre. Voilà. Mais merci encore. N'oubliez pas le petit mot du Père Grieux en introduction et aussi celui de Martin dans le chat sur l'organisation de ces journées du CERAS et sur le numéro que la revue Projet consacre à ces questions, qui doit pouvoir se trouver dans toutes les bonnes librairies, puisqu'elle reste pour l'instant ouverte. Voilà, et nous nous retrouverons le premier mardi de mars, ce devrait être le 2 mars, sans qu'un sujet ait encore été précisé pour l'instant. Merci et au revoir.